Je ne voulais pas passer Noël dans un chalet de ski à 20 millions de dollars. Je voulais être dans mon appartement exigu, à manger des biscuits au sucre brûlé avec mon fils de 6 ans, en regardant des dessins animés bas de gamme sur une télévision mourante. Mais quand votre patronne milliardaire vous regarde, vous, le père célibataire croulant sous les dettes, et vous offre une prime qui pourrait littéralement changer votre vie, vous dites oui. Je pensais que j'étais juste là comme un tampon d'entreprise. Puis son ex-fiancé a défoncé la porte d'entrée et l'a traitée comme si elle lui appartenait. Le chauffage de mon appartement ne fonctionnait plus correctement depuis octobre. Je me suis réveillé en voyant mon propre souffle. C'était un fin nuage blanc qui se dissipait vers le plafond crépi. À côté de moi, blotti sous 3 couches de couverture en polaire dépareillé, se trouvait Toby. Il avait 6 ans et ignorait complètement que son père fixait le plafond, calculant si nous pouvions nous permettre à la fois les courses et la facture d'électricité cette semaine. Décembre est un mois cruel quand on est fauché. Il exige une joie qui doit être achetée. Je me suis soigneusement dégagé des couvertures, en veillant à ne pas le réveiller. Le plancher était glacial. Je suis entré dans la cuisine, j'ai allumé la cafetière et j'ai regardé la pile d'enveloppes de dernier avis sur le comptoir. L'encre rouge pesait sur ma poitrine comme un poids physique. Je les ai balayées dans un tiroir. Je m'en occuperai plus tard, ou jamais. 2 heures plus tard, Toby était déposé à la garderie de son école et je sortais de l'ascenseur au 42e étage de Montgomery Holdings. L'air ici était différent. Il ne sentait pas les gaz d'échappement et le café bon marché. Il sentait l'ozone, le nettoyant à vitre chère et l'argent. J'ai marché jusqu'à mon bureau. J'étais chef de projet senior, ce qui, en langage d'entreprise, signifiait un solutionneur de problèmes glorifiés. Je gérais les problèmes que Victoria Montgomery, la PDG, n'avait ni le temps ni la patience de regarder. Victoria avait 32 ans. Elle était impitoyable et totalement dépourvue de ce qui ressemble à l'esprit des fêtes. Elle portait des tailleurs très ajustés, dans des tons de gris et de noir, parlait en phrases qui dépassaient rarement 5 mots et avait la réputation de virer des cadres parce qu'ils respiraient trop fort pendant les réunions du conseil. Nous n'étions pas amis. Nous étions une machine et son mécanicien. À exactement 9 heures du matin, le téléphone de mon bureau a sonné. Juste une seule sonnerie brève. Mon bureau. Sa voix a crépité à travers le haut-parleur. J'ai attrapé ma tablette et j'ai parcouru les 9 mètres jusqu'à son sanctuaire au mur de verre. Elle se tenait près de la baie vitrée, regardant l'horizon de Chicago. Le ciel était d'un gris lourd et meurtri, menaçant de neiger. Elle ne s'est pas retournée quand j'ai fermé la porte. « Vous avez un fils » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Je me suis figé, mon pouce planant au-dessus de l'écran de la tablette. « Oui, Toby. Et vous êtes célibataire ?»« Aussi oui. » J'ai gardé ma voix neutre, bien que mon cœur ait commencé à battre lourdement contre mes côtes. Les violations des ressources humaines ne commençaient généralement pas comme ça, mais avec Victoria, on ne savait jamais. Elle s'est finalement retournée. Elle avait l'air épuisée. C'était une chose subtile, la plus légère ombre sous ses yeux, une légère tension dans sa mâchoire. L'armure se fissurait, juste un peu. « J'ai une proposition », a-t-elle dit, marchant vers son immense bureau en chêne et s'appuyant contre le bord. « Ma famille organise une retraite chaque Noël. Un chalet à Aspen. C'est un véritable cauchemar, fait d'agressivité passive, de posture d'entreprise et d'interrogatoires sans fin sur ma vie personnelle. Ça a l'air festif, ai-je dit, incapable de retenir mon sarcasme. Elle n'a pas scié. Ma mère a décidé que cette année serait une intervention. Elle croit que ma concentration sur l'entreprise est le symptôme d'une solitude profonde. Elle a invité un défilé d'hommes éligibles et insupportables pour que je les divertisse. Victoria a croisé les bras. J'ai besoin d'un tampon. J'ai besoin d'une excuse pour quitter les conversations, d'une raison pour sauter les dîners formels et d'une distraction qu'ils ne peuvent raisonnablement pas critiquer. Je l'ai dévisagé. Et vous voulez que je sois la distraction. Je veux que vous et votre fils veniez à Aspen, a-t-elle dit, sa voix totalement plate, comme si elle commandait à déjeuner. Un père célibataire de mon équipe de direction, qui a du mal avec les fêtes, que j'ai bienveillamment invité à partager notre richesse par pure bonté de cœur. Ils ne peuvent pas attaquer ma charité et je peux utiliser le garçon comme excuse pour les éviter. Toby a besoin d'une promenade. Toby veut faire un bonhomme de neige,
Vous voyez l'idée. J'ai laissé échapper un rire rauque et incrédule. Vous voulez utiliser mon gamin de 6 ans comme bouclier humain contre votre mère? Oui, elle n'a pas bronché. Nous partons le 23. Nous revenons le 26. 3 jours, Arthur. Non, ai-je dit, en reculant d'un pas. Absolument pas. Je ne vais pas entraîner mon fils dans une querelle de famille de milliardaires. Nous avons nos propres plans pour Noël. Vraiment? Elle a contourné le bureau, sortant une seule feuille de papier d'un dossier. Elle l'a fait glisser sur la surface en verre. Je ne voulais pas regarder, mais je l'ai fait. C'était un tableur imprimé, avec mon nom, mon salaire et une ligne de prime proposée. 150 000 $. J'ai eu le souffle coupé. Le nombre était là, se moquant de moi. C'était l'hypothèque que je n'avais pas. C'était le fonds d'études de Toby. C'était la fin des enveloppes à encre rouge dans le tiroir de la cuisine. C'était la liberté absolue, indéniable. Je sais que les dettes médicales de votre ex-femme avant son décès vous ont laissé sous l'eau, Arthur, a dit Victoria doucement. Ce n'était pas malveillant, c'était juste un fait. Je sais que vous avez 3 mois de loyer de retard. Je fais attention à mes employés. La colère a flambé dans ma poitrine, une étincelle rapide et violente, mais elle a été immédiatement étouffée par la réalité écrasante de mon compte en banque. Je la détestais de savoir. Je me détestais d'hésiter. C'est complètement inapproprié, ai-je dit, la voix tendue. Ce sont des honoraires de consultation uniques pour des services de conseil personnel, a-t-elle répliqué sans heurts. Imposé et en règle, vous recevez l'argent. Votre fils passe un Noël avec un chef privé, une piscine intérieure chauffée, et plus de cadeaux qu'il ne peut en ouvrir. Moi, je survis à ma famille sans commettre de crime. J'ai regardé par la fenêtre. La neige avait commencé à tomber, de petits flocons blancs dérivant dans le canyon de béton de la ville. J'ai pensé au plancher glacial de mon appartement. J'ai pensé au visage de Toby. 3 jours, ai-je dit, ma voix sonnant creuse à mes propres oreilles. 3 jours, a convenu Victoria. Elle a tendu la main. Je l'ai serrée. Sa poignée était froide et ferme. Je venais de vendre notre Noël. Le jet privé n'a pas autant impressionné Toby que les encas. Il a passé le vol de 3 heures à organiser méticuleusement une pile de bretzels artisanaux en une forteresse sur la table en acajou. Totalement imperturbable par le fait que nous volions à 30 000 pieds au-dessus du Midwest dans un tube de cuir et d'or. Victoria était assise en face de nous, plongée dans un ordinateur portable, tapant avec une férocité qui suggérait que le clavier l'avait personnellement insultée. Elle portait un épais pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, mais elle avait l'air raide, ses épaules touchant presque ses oreilles. « La dame chef est en colère ?» a chuchoté Toby bruyamment, se penchant par-dessus son mur de bretzel. La frappe de Victoria s'est arrêtée. Elle a levé les yeux, son regard se posant sur Toby. Pendant 1 seconde, j'ai paniqué, prêt à m'excuser, mais son expression s'est adoucie d'une fraction. « Je ne suis pas en colère, Toby, » a-t-elle dit, son ton professionnel mais doux. « Je me prépare pour la bataille. » Comme avec des épées? Les yeux de Toby se sont écarquillés. Pire, avec la conversation. Elle a fermé son ordinateur portable d'un clic définitif. Nous atterrissons dans 20 minutes. Arthur, les règles sont simples. Nous sommes cordiaux, nous sommes polis, et nous sommes constamment occupés. Si ma mère pose des questions sur l'entreprise, changez de sujet pour parler de Toby. Si mon frère pose des questions sur le cours de l'action, demandez-lui où sont les luges. Ne les laissez pas me coincer. Compris, ai-je dit. Je suis la grenade fumigène humaine. Exactement. Le domaine des Montgomery, à Aspen, n'était pas un chalet. C'était une forteresse de verre, de bois et de pierres sombres, construite à flanc de montagne, entourée d'anciens pins lourds de neige. Un immense portail en fer forgé s'est ouvert à l'approche de notre VUS noir, révélant une allée sinueuse et chauffée qui faisait fondre la neige au contact. Quand nous nous sommes arrêtés devant les portes d'entrée, elles étaient déjà ouvertes. Sur le porche se tenait une femme qui ressemblait à une version plus âgée et plus acérée de Victoria, Evelyn Montgomery. Elle portait du blanc en plein hiver, un manteau de fourrure drapé nonchalamment sur ses épaules, tenant un verre en cristal de quelque chose d'ambré. À côté d'elle se tenait un homme d'une 30aine d'années, portant un col roulé et un sourire narquois. Richard, le frère. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai détaché la ceinture de sécurité de Toby, et je suis sorti dans l'air fin et mordant de la montagne. « Victoria, ma chérie,
a appelé Evelyn. Sa voix était musicale, mais elle n'atteignait pas ses yeux. Elle n'a pas bougé pour serrer sa fille dans ses bras. Elles ont simplement échangé un bref baiser sur la joue. Nous pensions que tu avais décidé de travailler pendant toutes les fêtes. Bonjour, mère, a dit Victoria, revenant instantanément à la PDG froide et impénétrable que je connaissais du bureau. J'ai amené des invités. Voici Arthur, l'un de mes directeurs principaux, et son fils Toby. Le regard d'Evelyn a glissé sur moi. C'était comme être scanné par un lecteur de code barre. Elle a examiné mon manteau d'hiver de prêt-à-porter, mes bottes éraflées et le gamin nerveux qui me tenait la main. Je l'ai vu calculer ma valeur nette et la trouver amusante et insuffisante. Un directeur principal, a dit Evelyn, goûtant les mots. Comme c'est pittoresque. Et un enfant. Nous n'avons pas eu d'enfant dans la maison depuis que Richard a accidentellement mis le feu au rideau en 98. J'expérimentais la thermodynamique, mère, a traîné Richard en s'avançant. Il n'a pas tendu la main. Arthur, courageux de votre part de rejoindre la fosse aux serpents. Victoria n'amène généralement pas ses employés à la maison. Êtes-vous un cas de charité ou simplement profondément malchanceux? Richard, a claqué Victoria, avec un ton d'avertissement dans la voix. Juste un homme qui apprécie une belle vue sur la montagne, suis-je intervenu, forçant un sourire poli et neutre. J'ai serré la main de Toby. Toby, dis bonjour. Bonjour, a dit Toby vivement. Mon papa dit que nous sommes ici pour être des grenades fumigènes. Le silence est tombé sur le porche. Le seul son était le vent qui soufflait à travers les pins. Victoria n'a pas manqué un battement. Arthur a une façon colorée de décrire la stratégie d'entreprise. Entrons. Je suis gelé. L'intérieur de la maison était absurde. Des plafonds voûtés, une cheminée en pierre assez grande pour y garer une voiture compacte, et un sapin de Noël qui a dû nécessiter un échafaudage pour être décoré. Le personnel se déplaçait silencieusement en arrière-plan, transportant les bagages et offrant des serviettes chaudes. « Vos chambres sont dans l'aile est », a dit Evelyn en sirotant sa boisson. « Le dîner est à 8 heures, tenue de soirée. Oh, Arthur, je suppose que vous n'avez pas emporté de smoking. Un membre du personnel pourra vous trouver quelque chose dans les vieilles armoires de Richard. »« Un costume fera l'affaire, Evelyn. Merci, » ai-je dit d'un ton égal. Je n'allais pas porter les vêtements de seconde main du frère. « Nous allons nous reposer d'ici là, » a dit Victoria, me saisissant le bras et me dirigeant physiquement vers le grand escalier. « Venez, Arthur. Toby. » Nous avons marché le long d'un long couloir bordé d'œuvres d'art abstraits, chères et incompréhensibles. Une fois hors de portée de voix, Victoria a lâché mon bras et a laissé échapper un long soupir tremblant. Le masque de la PDG a complètement glissé. Elle avait juste l'air fatiguée. « Je m'excuse pour Richard », a-t-elle dit doucement, s'arrêtant devant une lourde porte en chêne. « Il manque d'assurance, et le masque avec de la cruauté. Et ma mère, eh bien, elle est ce qu'elle est. J'ai géré des OPA hostiles et des actionnaires en colère, ai-je dit, essayant d'offrir un petit sourire réconfortant. Je peux supporter un peu de sarcasme de riche, c'est pour ça que vous me payez. Elle m'a regardé. M'a vraiment regardé pour la première fois depuis que nous avions quitté le bureau. Oui, l'argent. Une expression étrange et indéchiffrable a vacillé dans ses yeux avant qu'elle noche la tête. Vos chambres sont par ici. Des suites communicantes. Reposez-vous. Ce soir, c'est le dîner de bienvenue. Ce sera un bain de sang absolu. Elle s'est retournée et a marché dans le couloir vers sa propre suite. Je l'ai regardée partir, une petite silhouette solitaire dans une immense maison froide. J'ai ouvert la porte de notre chambre. Toby a immédiatement sprinté à l'intérieur et s'est jeté sur le lit king size, riant en s'enfonçant dans le matelas en duvet. « Papa, c'est comme un nuage !» a-t-il crié. Je me suis approché de la fenêtre, regardant les sommets des montagnes qui s'assombrissaient. L'argent était réel, le luxe était réel, mais le froid dans cette maison n'avait rien à voir avec la neige dehors. J'ai sorti mon téléphone, regardant l'écran vide, me demandant si 150 000 $ allaient suffire pour survivre aux prochaines 72 heures. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison de m'inquiéter. Je possédais un seul costume. Il était bleu marine, acheté en solde dans un grand magasin il y a 5 ans, et le tissu au coude avait développé un léger éclat peu naturel. C'était le costume que je portais aux funérailles, aux audiences au tribunal pour les dettes médicales de mon ex-femme et aux réunions budgétaires à enjeux élevés occasionnels.
Ce soir, c'était mon armure. Je me tenais devant le miroir doré orné de notre suite, ajustant ma cravate. Toby était assis sur le bord du lit, balançant ses jambes. J'avais réussi à emporter un pantalon décent et une chemise pour lui, bien que le col soit un peu effiloché. « Papa, pourquoi devons-nous manger en bas ?» a-t-il demandé, donnant des coups de talon contre le cadre du lit en acajou. « On ne peut pas juste commander le service en chambre. La dame dans le couloir a dit que je pouvais avoir un cheeseburger quand je voulais. »« Parce que, mon grand, nous avons un travail à faire, » ai-je dit, croisant son regard dans le miroir. « Nous sommes ici pour être polis, manger toute la nourriture bizarre qu'ils nous servent, et nous assurer que Madame Montgomery ne perde pas la tête. Pense-y comme à une mission. » « Une mission secrète, » a chuchoté Toby, ses yeux s'illuminant. « Exactement. Maintenant, allons infiltrer la salle à manger. » La salle à manger formelle était une leçon d'intimidation. La table était une seule dalle massive de noyer foncé qui pouvait accueillir confortablement 20 personnes. Un lustre en cristal pendait bas, projetant une lumière glacée et fracturée sur les lourds couverts en argent et la porcelaine fine. Evelyn était assise en bout de table, flanquée de Richard et de 2 personnes plus âgées et sévères, que j'ai vite appris être la tante et l'oncle de Victoria. Victoria était assise à mi-chemin de la table, ressemblant à une prisonnière de guerre qui refusait de craquer sous l'interrogatoire. Elle portait une robe noire à col haut, qui parvenait à être à la fois incroyablement élégante et complètement inaccessible. Quand Toby et moi sommes entrés, elle m'a lancé un regard de pur soulagement. « Arthur, » a dit Evelyn, sans se lever, « vous avez trouvé votre chemin. Asseyez-vous. » Nous discutions justement des derniers résultats trimestriels de Victoria, bien que je suppose que vous les connaissiez intimement. « Je me concentre davantage sur l'efficacité opérationnelle, Madame Montgomery, » ai-je dit, tirant une chaise pour Toby avant de prendre celle à côté de Victoria. « Mais les chiffres sont solides, l'équipe fait un excellent travail. »« Oui, eh bien, » a ricané Richard, faisant tourner un verre de vin rouge foncé. « N'importe qui peut presser une marge s'il manie assez durement le fouet. La vraie question est de savoir si ma sœur est capable de faire autre chose que d'amasser de l'argent. Dites-moi, Arthur, quitte-t-elle jamais le bureau, ou la branchez-vous à une prise de recharge sous son bureau? » J'ai senti Victoria se raidir à côté de moi. Elle ne l'a pas regardé. Elle a juste pris son verre d'eau, ses jointures blanches. J'ai déplié ma serviette en lin et l'ai posée sur mes genoux. J'ai regardé Richard. Il avait les mains douces et sans callosité d'un homme qui n'avait jamais eu à réparer sa propre plomberie ou à vérifier un solde bancaire avant de faire ses courses. « Elle quitte beaucoup le bureau, Richard, » ai-je dit, gardant ma voix entièrement égale et conversationnelle. Généralement pour régler les problèmes structurels laissés par les précédents dirigeants. Il faut beaucoup de temps pour nettoyer les dégâts des autres, mais je suis sûr que vous ne sauriez rien à ce sujet. Le silence qui a frappé la pièce était soudain et absolu. Même le cliquetis de l'argenterie s'est arrêté. Toby, inconscient de la tension nucléaire, a attrapé un petit pain chaud dans un panier en argent. Victoria a lentement baissé son verre d'eau. J'ai surpris le plus léger tremblement au coin de sa bouche. C'était un sourire, instantanément réprimé. Evelyn s'est éclairci la gorge, ses yeux se rétrécissant sur moi. « Vous êtes assez franc pour un employé, Arthur. Je m'excuse si j'ai dépassé les bornes, » ai-je dit, offrant un sourire fade d'employé de commerce. Je suis simplement profondément engagé envers la direction de l'entreprise. La nourriture est arrivée par vagues de portions méconnaissables et très recherchées. Du confit de canard, une sorte de mousse. Toby a regardé son assiette avec une profonde suspicion, finissant par ne manger que 3 petits pains et un tas d'asperges. La conversation s'est éloignée de la nature bourreau de travail de Victoria pour s'installer dans une dissection épuisante et passive-agressive du cercle social de la famille. J'ai passé l'heure suivante à jouer en défense. Chaque fois que Richard essayait de provoquer Victoria, je lui posais une question fastidieuse et très technique sur ses prétendues entreprises immobilières. Chaque fois qu'Evelyn évoquait le manque de mari de Victoria, j'engageais brillamment Toby dans une conversation sur le type de fort de neige que nous allions construire demain. C'était épuisant. C'était exactement comme naviguer dans une salle de conseil hostile, sauf que les enjeux étaient étrangement personnels, et les adversaires étaient de la famille. Au moment où le dessert a été débarrassé, une minuscule tartelette au chocolat amer,
Victoria avait l'air épuisée. Les arêtes vives de sa personnalité de PDG s'étaient émoussées pour devenir de la pure fatigue. « Si vous voulez bien nous excuser, » a dit Victoria en se levant brusquement. « J'ai des appels tôt demain. Arthur, je dois vous informer des projections du premier trimestre avant de nous coucher. »« Attendez, » a ordonné Evelyn. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait la densité du plomb. « Avant que tu ne te caches dans tes feuilles de calcul, Victoria, tu devrais savoir que nous organisons un plus grand rassemblement demain pour le réveillon de Noël. Juste quelques dizaines d'amis proches. « Mère, je t'ai spécifiquement dit que je ne voulais pas de cirque cette année, » a dit Victoria, agrippant le dossier de sa chaise. « Ce n'est pas un cirque, c'est la tradition. » Evelyn a offert un sourire fin comme une lame de rasoir. « De plus, j'ai invité quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui a été très impatient de te voir. Il arrivera demain après-midi. » Le visage de Victoria a perdu toute couleur. Pendant une seconde, la redoutable milliardaire a complètement disparu, remplacée par une femme qui avait l'air de venir d'être frappée. « Tu n'as pas fait ça », a soufflé Victoria. « Si », a dit simplement Evelyn, en prenant une gorgée de son vin. « On se voit au petit déjeuner, ma chérie. Essaie d'avoir l'air moins sinistre demain. Ce sont les fêtes, après tout. » Je ne pouvais pas dormir. Le matelas était trop mou. La chambre était trop silencieuse. Et l'atmosphère lourde et suffocante de la maison Montgomery s'était infiltrée dans mes os. À 6 heures du matin, j'ai abandonné. J'ai enfilé mon manteau, mis un bonnet sur ma tête et je suis descendu chercher du café. La cuisine était industrielle, tout en acier inoxydable brillant et en marbre blanc froid. Un membre du personnel solitaire préparait de la pâte dans un coin et m'a silencieusement indiqué une énorme machine à expresso. J'ai préparé une tasse sombre et amère, et je suis sorti par les portes-fenêtres sur la terrasse arrière. Le froid m'a frappé comme un coup physique. L'air était vif, me brûlant les poumons d'une bonne manière, et le ciel était d'un bleu pâle et glacial. Les montagnes enneigées se dressaient au loin, indifférentes et anciennes. Vous êtes levé tôt. J'ai sursauté, manquant de renverser mon café. Victoria était assise sur un banc de pierre à l'autre bout de la terrasse, enveloppée dans une épaisse et grande couverture de laine. Elle avait l'air petite sans les tailleurs ajustés et le maquillage impeccable. Elle ressemblait à une personne complètement différente. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je dit en m'approchant. Le nombre de fils de ces draps est trop élevé. Mon corps ne sait pas comment se détendre, à moins d'être sur un matelas qui déteste activement ma colonne vertébrale. Elle a laissé échapper un petit rire bref et silencieux. C'était un son agréable. « Je déteste cette maison », a-t-elle dit, resserrant la couverture autour de ses épaules. « Je n'ai pas dormi correctement ici depuis 10 ans. J'ai pris une gorgée de mon café. Alors pourquoi revenez-vous » Elle a fixé la lisière des arbres. « Parce que si je ne le fais pas, Evelyn dira au conseil que je m'isole, que je perds mon emprise sur les valeurs familiales. Dans mon monde, la perception est une monnaie. Si j'ai l'air instable, l'action chute. Si l'action chute, des milliers de personnes perdent leur emploi, y compris vous. » C'était une pensée qui donnait à réfléchir. Je l'avais toujours vu comme une tyran, une machine construite pour générer de la richesse. Je n'avais jamais considéré la pression écrasante et incessante de maintenir toute cette machinerie ensemble. « Qui est l'invité » ai-je demandé doucement. « Celui que votre mère a mentionné hier soir. » Sa mâchoire s'est crispée. Une erreur. Une que j'ai faite il y a 5 ans. Ma mère ne m'a jamais pardonné de l'avoir réparée. Elle s'est levée, laissant tomber la couverture, son armure se remettant en place. Ça n'a pas d'importance. Vous faites exactement ce pourquoi je vous ai payé, Arthur. Continuez comme ça aujourd'hui. Gardez Toby visible. Maintenez le niveau de bruit élevé. À 3 heures de l'après-midi, la maison s'était transformée. Le personnel avait réarrangé les meubles. Un quatuor à cordes s'installait dans le grand hall et l'allée se remplissait lentement de VUS de luxe. Toby et moi avions passé la matinée dehors, à construire un bonhomme de neige de travers et structurellement instable. Ses joues étaient rouges, ses gants étaient trempés, et il était plus heureux que je ne l'avais vu depuis des mois. La culpabilité écrasante d'avoir vendu notre Noël commençait à s'estomper. Nous survivions. J'avais 150 000 $ qui m'attendaient à Chicago. Puis les portes d'entrée se sont ouvertes. J'étais près de la cheminée dans le salon principal, tenant un verre d'eau gazeuse, gardant un œil vigilant sur Toby, qui examinait un casse-noisette mécanique. Victoria était piégée près des fenêtres,
acculé par un groupe d'hommes plus âgés en pull en cachemire qui discutaient agressivement des impôts sur les plus-values. Le bruit de la pièce a diminué d'une fraction, un changement subtil dans le courant social. Je me suis tourné vers le hall. Un homme remettait son pardessus couvert de neige au majordome. Il était grand, peut-être 1,90 m, avec le genre de beauté robuste et sans effort, qui nécessite généralement une équipe de stylistes pour être obtenu. Il portait un costume sombre et ajusté sur un col roulé noir. Il se déplaçait avec une grâce paresseuse et arrogante, balayant la pièce du regard comme un roi inspectant ses terres. « Hayes !» ai-je entendu quelqu'un chuchoter à proximité. Il n'a pas pris la peine de saluer Evelyn. Il n'a pas regardé Richard, ses yeux fixés directement sur Victoria, de l'autre côté de la pièce. J'ai observé la réaction de Victoria. Elle n'a pas bronché, mais sa posture est devenue entièrement rigide. Les hommes autour d'elle se sont écartés instinctivement, alors que Hayes marchait vers elle. L'air dans la pièce est soudainement devenu épais, lourd d'une anticipation électrique et profondément inconfortable. J'ai posé mon verre d'eau gazeuse sur le manteau de la cheminée. Mes instincts, les mêmes qui m'avaient gardé en vie dans les mauvais quartiers et les salles de conseil brutales, criaient. Hayes s'est arrêté à 30 cm de Victoria. Il ne respectait pas son espace personnel. Il a tendu la main, sa main glissant doucement autour de sa taille, la tirant légèrement vers lui. C'était un geste possessif, territorial. « Bonjour, Tori », a-t-il dit. Sa voix était un baryton riche et sombre qui portait parfaitement à travers la pièce silencieuse. « Mon Dieu, tu es magnifique. » Victoria a posé ses mains sur sa poitrine, le repoussant, mais il n'a pas cédé. « Hayes, tu ne devrais pas être ici. Evelyn m'a invité. » Il a souri, se penchant plus près. « Elle a dit que tu te sentais seul, que tu te tuais au travail et que tu avais besoin d'un rappel de ce que tu avais laissé derrière toi. » Il a laissé sa main glisser de sa taille à sa joue, son pouce effleurant sa mâchoire. « Toujours à moi, je vois. Tu n'as laissé personne d'autre t'approcher en 5 ans. Je savais que tu finirais par revenir. » Mon estomac s'est retourné. Ce n'était pas seulement de l'arrogance, c'était de la possession. Il la regardait comme un homme regarde une voiture de collection qu'il a laissée en entrepôt. Les yeux de Victoria ont balayé la pièce. Elle était piégée. Sa mère regardait depuis l'embrasure de la porte avec un sourire satisfait. Les invités faisaient semblant de ne pas regarder tout en observant chaque seconde. Elle était entièrement seule dans une pièce pleine de gens. Je n'ai pas pensé à la prime. Je n'ai pas pensé à mon travail. J'ai juste réagi. J'ai traversé le tapis perçant, mon costume bon marché aux coudes brillants, semblant totalement déplacé, et je me suis interposé directement entre eux. J'ai attrapé le poignet de Hayes, celui qui touchait son visage, et j'ai éloigné sa main d'elle. « Je crois que la dame a demandé un peu d'espace, » ai-je dit, lâchant son poignet et me tournant pour lui faire face. « Et vous êtes dans le mien. » Hayes a baissé les yeux sur son poignet, puis sur moi. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air véritablement déconcerté, comme si un meuble venait de lui dire de reculer. Le quatuor à cordes dans le hall jouait un morceau entraînant de Vivaldi, totalement déconnecté du silence suffocant qui venait de s'abattre sur notre coin de la pièce. « Et qui diable êtes-vous » a demandé Hayes. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. L'arrogance faisait le gros du travail. « Je suis le type qui vous demande de reculer », ai-je dit. J'ai gardé mes mains lâches le long de mon corps, mon poids uniformément réparti. C'était une posture que je n'avais pas utilisée depuis mes 20 ans, à l'époque où je travaillais comme videur dans un bar miteux de Wicker Park pour payer mes cours du soir. On ne prend pas la pause avec des types comme Hayes. On leur montre juste un mur de briques et on attend qu'ils s'y cognent. « Arthur !» La voix d'Evelyn a tranché la tension comme un rasoir. Elle s'est déplacée à travers la foule, ses talons claquant sèchement contre le parquet. « Qu'est-ce que vous croyez faire exactement? Hayes est un invité d'honneur. » « Il l'oppressait, Madame Montgomery, ai-je dit, sans quitter Hayes des yeux. Hayes a laissé échapper un petit rire amusé. Il a regardé Victoria, qui me fixait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Ce n'était pas de la colère, c'était du choc, mêlé de quelque chose de fragile. « Un garde du corps, Tori ?» a demandé Hayes, ses lèvres se courbant en un sourire narquois. « Ou est-ce qu'Evelyn a finalement engagé quelqu'un pour te tenir compagnie? Il a l'air un peu brut de décoffrage pour ton goût. »« C'est mon partenaire, » a dit Victoria. Le mot est resté en suspens dans l'air. Ce n'était pas le scénario. Nous étions censés être patronne et employés.
Un cas de charité emmené pour la balade. J'ai ressenti une soudaine et vive montée d'adrénaline, mais je ne l'ai pas laissé paraître sur mon visage. J'ai juste légèrement changé de position, comblant l'écart entre moi et Victoria, solidifiant le mensonge. Evelyn s'est arrêtée net. Ses yeux ont sauté de Victoria à moi, ses mains parfaitement manucurées tremblant. Ne sois pas ridicule, Victoria. Tu n'as pas de partenaire. Tu travailles 90 heures par semaine. Parce que je construis une vie pour nous. Victoria a menti sans faille, sa voix gagnante en force. Elle s'est approchée de moi, son épaule effleurant mon bras. Sa chaleur était soudaine et surprenante contre le froid glacial de la pièce. Arthur et moi nous fréquentons depuis 6 mois. Nous avons gardé le secret pour éviter exactement ce genre de surveillance. Et franchement, mère, amener Hayes ici était une manœuvre désespérée et pathétique. Le sourire narquois de Hayes s'est estompé, remplacé par un regard froid et plat. Il m'a regardé de haut en bas, faisant le même calcul brutal qu'Evelyn avait fait sur le porche. Mais il cherchait une faiblesse, une faille dans l'histoire. 6 mois, a répété Hayes lentement. Intéressant. Tu choisis généralement des hommes avec des portefeuilles, pas des types qui portent des mélanges de polyester aux fêtes de fin d'année. C'est un mélange de laine en fait, ai-je dit doucement. Et ça fait le travail, tout comme moi. Quelques-uns des hommes plus âgés à proximité ont soudainement trouvé leur verre très intéressant. La main de Victoria a trouvé mon coude, sa prise assez forte pour laisser une ecchymose. Nous allons prendre l'air, a dit Victoria. Elle n'a pas attendu la permission. Elle m'a entraîné, laissant Hayes et sa mère debout au centre d'une foule silencieuse et très attentive. Elle n'a pas arrêté de marcher, jusqu'à ce que nous soyons à 3 couloirs de là, au fond de l'aile ouest de la maison, où la musique n'était plus qu'une vibration faible et étouffée dans le plancher. Elle a poussé une lourde porte en chêne et m'a entraîné dans une immense bibliothèque sur 2 étages. Elle a fermé la porte, l'a verrouillée et a appuyé son front contre le bois. Sa poitrine se soulevait alors qu'elle prenait une inspiration tremblante. « Je suis désolé », ai-je dit doucement, debout près d'un fauteuil en cuir. J'ai dévié du scénario. Je n'ai pas... Non. Elle a levé une main, me tournant le dos. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait exactement ce que je ne pouvais pas faire. Vous l'avez empêché de me toucher. Elle s'est retournée. L'armure avait complètement disparu. Ses mains tremblaient. Elle s'est approchée d'une table d'appoint, a versé 2 doigts de scotch d'une carafe en cristal et l'a bu d'un seul trait. « Il y a 5 ans, nous étions fiancés », a-t-elle dit, s'appuyant contre les étagères. Sa voix était creuse. Hayes n'est pas juste un ex. Il était le directeur des opérations de notre plus grand concurrent. La fusion était censée être l'affaire du siècle. Nos familles l'exigeaient. Je pensais l'aimer, mais ce n'était qu'une acquisition d'entreprise, et j'étais l'actif. Je suis resté silencieux, la laissant parler. Je connaissais le sentiment d'être noyé sous les dettes, d'être piégé par les circonstances, mais être piégé par des milliards de dollars, et une lignée était un autre genre d'enfer. Il voulait démanteler Montgomery Holdings de l'intérieur, a-t-elle poursuivi, les yeux fixés sur le verre vide. Il voulait intégrer mon héritage au sien, marcher sur la tombe de mon père et me mettre dans un bureau d'angle où je pourrais être joli et signer tout ce qu'il me disait de signer. Quand je l'ai découvert, j'ai annulé la fusion. Je l'ai humilié dans la presse. J'ai rompu les fiançailles. Elle a laissé échapper un rire amer. Ma mère a perdu des millions. Elle me reproche les retombées. Elle pense que Hayes faisait juste des affaires et que j'étais une femme émotive et hystérique. Il vous regarde comme si vous étiez sa propriété, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Victoria a levé les yeux. Parce que pour lui, je le suis, et ma mère est d'accord. Avant que je puisse répondre, la poignée de la porte de la bibliothèque a cliqueté. Une seconde plus tard, un petit poing a commencé à frapper sur le bois lourd à hauteur de genoux. « Papa, papa !» Les gens avec les cordes ont arrêté de jouer la chanson rapide. Ils jouent des trucs ennuyeux maintenant. La tension dans la pièce s'est instantanément dissipée. Victoria a fixé la porte, a cligné des yeux 2 fois, puis a éclaté d'un rire soudain et sincère. C'était un son complètement différent du rire amer de tout à l'heure. C'était léger, surpris et profondément humain. J'ai déverrouillé la porte. Toby est entré en bondissant, tenant un biscuit au sucre à moitié mangé, totalement inconscient de l'épave émotionnelle dans la pièce. « Salut mon grand !» ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. « Désolé, j'avais une réunion rapide avec la patronne. »« As-tu sécurisé le périmètre ?» a demandé Toby,
baissant la voix à un murmure tactique. Victoria s'est agenouillée pour être à sa hauteur. Sa robe s'est étalée autour d'elle sur le tapis persan sombre. Il l'a fait, Toby. Ton père est une très bonne grenade fumigène. Le dîner de ce soir-là était un champ de bataille déguisé en festin. La table de la salle à manger avait été agrandie pour accueillir 30 personnes, une piste scintillante de cristal, d'argent et d'hostilité. Evelyn avait stratégiquement placé Victoria et moi près du centre, juste en face de Hayes. Richard était assis à la droite de Hayes, ressemblant à un spectateur qui avait acheté des billets au premier rang pour un sport sanglant. Toby était assis à côté de moi, heureusement distrait par un iPad que je lui avais donné sous la table, jouant à un jeu silencieux impliquant des camions numériques. Les plats se succédaient. J'ai mangé des aliments que je ne pouvais pas prononcer et bu du vin qui avait le goût de velours liquide. J'étais douloureusement conscient de mon costume. L'éclairage de la salle à manger était dur, attrapant les zones usées et brillantes de mes coudes chaque fois que je levais ma fourchette. Hayes ne l'a pas manqué. Il n'a rien manqué. Alors Arthur, a dit Hayes à voix haute, coupant court à une conversation sur l'hivernage à Saint-Barth. La table s'est tue, les requins sentant le sang dans l'eau. Victoria nous dit que vous êtes directeur à la firme. Opération. C'est de la gestion de projet. Ai-je dit, prenant une lente gorgée d'eau. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai gardé ma voix détendue. Fascinant, a traîné Hayes, se penchant en arrière dans sa chaise. Un chef de projet qui trime dans les tranchées, s'assurant que les engrenages tournent pour les gens qui possèdent réellement la machine. Dites-moi, comment un homme de votre pedigree finit-il par sortir avec la PDG? Les romances de bureau sont généralement si compliquées, surtout quand il y a une disparité aussi vaste et insurmontable dans les tranches d'imposition. Richard a reniflé dans son verre de vin. Evelyn a offert un mince sourire approbateur. Victoria a attrapé son vin, la mâchoire serrée, mais avant qu'elle ne puisse parler, j'ai posé ma main sur la sienne sur la table. Sa peau était glaciale. Je lui ai donné une petite pression rassurante, puis j'ai regardé directement Hayes. C'est assez simple en fait, ai-je dit en posant ma fourchette. Je répare les choses. Quand un département perd de l'argent, j'arrête l'hémorragie. Quand un système est fondamentalement défaillant, je le reconstruis. Victoria apprécie les gens qui peuvent réparer les dégâts au lieu d'en créer. Les yeux de Hayes se sont rétrécis. La pique subtile a parfaitement atterri. Il savait que je parlais de sa fusion ratée. Un mécanicien, s'est moqué Hayes, faisant tourner son vin. Comme c'est charmant et prolétaire, bien que je suppose que chaque domaine a besoin d'un jardinier. Ne confondez simplement pas la réparation de la plomberie avec la possession de la maison, Arthur. Les hommes comme vous sont utiles pour une saison. Mais finalement, la nouveauté des mains rugueuses s'estompe, et Victoria aura besoin de quelqu'un qui comprend son monde, pas de quelqu'un qui a l'air d'avoir acheté son costume dans un entrepôt de déstockage. Le silence était assourdissant. C'était une démonstration grossière et nue de classisme, le genre de choses que ces gens cachaient habituellement derrière des remarques passives-agressives et des galas de charité. Je ne me suis pas mis en colère. La colère était un luxe que je n'avais pas pu me permettre depuis des années. J'ai juste ressenti un profond épuisement face à la petitesse de cet homme, malgré tout son argent. Vous avez raison, ai-je dit doucement. La table s'est pratiquement penchée. Victoria m'a regardé, une lueur de panique dans les yeux, mais je n'ai pas lâché sa main. J'ai acheté ce costume pour $80 il y a 5 ans, ai-je dit, ma voix stable, portant facilement le long de la grande table. Je l'ai porté aux funérailles de ma femme. Je l'ai porté à l'hôpital quand mon fils est né. Je le porte au travail tous les jours pour m'assurer que les lumières restent allumées dans un appartement qui est une fraction de la taille de cette salle à manger. J'ai regardé Evelyn, puis Richard, et j'ai finalement posé mon regard sur Hayes. Vous regardez mon costume et vous voyez une blague. Je regarde votre costume, la coupe sur mesure, la doublure en soie, et je vois un homme qui n'a jamais eu à se battre pour une seule chose dans sa vie entière. Vous n'avez pas construit votre richesse, Hayes. Vous en avez hérité. Vous ne savez rien construire. Vous ne savez qu'acheter des choses. Et quand vous ne pouvez pas les acheter, vous essayez de les briser. But you ne compte vous ne brisez, Victoria. And you ne compte certainement me briser. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Même Toby avait arrêté de jouer à son jeu, sentant le lourd changement électrique dans l'atmosphère de la pièce. Le visage de Hayes est devenu d'un rouge profond et laid. Sa mâchoire a travaillé, mais pour la première fois de la soirée,
Le baryton doux et arrogant lui a fait défaut. Il n'avait pas de scénario pour un homme qui refusait d'avoir honte de sa pauvreté. « Excusez-nous », a dit doucement Victoria. Elle s'est levée, m'entraînant avec elle. Nous n'avons pas attendu qu'Evelyn parle. Nous sommes sortis de la salle à manger en silence total, nos pas résonnant dans le couloir caverneux. Nous ne nous sommes pas arrêtés avant d'atteindre le grand balcon vitré surplombant la vallée enneigée. L'air froid de la nuit s'infiltrait à travers le verre, mais le ciel était clair, baigné de millions d'étoiles vives et brillantes. Victoria a lâché ma main. Elle s'est approchée de la vitre et a appuyé ses paumes contre elle. Elle est restée là longtemps. Je lui ai laissé de l'espace, observant la façon dont le clair de lune attrapait les angles vifs de son visage. « Vous n'aviez pas à faire ça », a-t-elle finalement dit. Sa voix était à peine un murmure. « Vous n'aviez pas à vous exposer comme ça juste pour me protéger. Je vous paie pour dévier, Arthur, pas pour saigner pour moi. » Il insultait mon costume, ai-je dit, essayant d'injecter un peu de légèreté, bien que ma propre poitrine se sente serrée et lourde. Un homme doit tracer une ligne quelque part. Elle s'est tournée pour me regarder. Les lumières fluorescentes dures du bureau étaient à des millions de kilomètres. Ici, dans le noir silencieux, elle n'était pas une PDG milliardaire. Elle était juste une femme qui avait passé toute sa vie à mener une guerre sur 100 fronts différents, complètement seule. « Vous êtes un homme bon, Arthur », a-t-elle dit, faisant un pas lent vers moi. « Et je n'en connais pas beaucoup. Je suis un type qui a pris 150 000 $ pour mentir à votre famille, lui ai-je rappelé doucement. Un mécanisme de défense cynique s'est déclenché. Je ne pouvais pas me permettre de brouiller ces lignes. Non, a dit Victoria, se rapprochant. L'espace entre nous est soudainement devenu très petit. Vous avez pris l'argent pour survivre, mais ce que vous avez fait là-dedans ce soir, c'était gratuit. Le matinée du réveillon de Noël est arrivé avec une tempête de neige lourde et aveuglante. Les montagnes étaient complètement obscurcies derrière un mur de blanc, nous piégeant à l'intérieur de la forteresse de verre et de pierre. Je me suis réveillé avec une douleur sourde à la base du crâne. L'adrénaline de la confrontation de la salle à manger s'était depuis longtemps dissipée, laissant derrière elle la réalisation amère qu'il nous restait encore 36 heures dans cette maison. Toby était assis en tailleur sur le sol au pied du lit, intensément concentré sur un livre de coloriage. « Bonjour, mon grand », ai-je grogné en me frottant les yeux. « Il neige super fort, papa », a-t-il dit sans lever les yeux de son coloriage agressif au crayon bleu. « Le majordome Thomas a dit que les routes sont fermées. On est bloqué par la neige. » Je me suis figé. La couverture à moitié retirée de mes jambes, bloquée par la neige. Ouais, personne ne peut sortir. Une terreur profonde et suffocante s'est installée dans mon estomac. Le plan était de survivre au gala du réveillon de Noël ce soir, de dormir et de partir à l'aube. Si les routes étaient fermées, nous étions piégés dans une cocotte-minute avec une femme qui me détestait et un ex-fiancé milliardaire qui me regardait comme un problème de nuisible. J'ai pris une douche rapide, enfilé mon gros pull et mon jean et laissé Toby regarder des dessins animés sur l'immense télévision de la chambre. J'avais besoin de café avant de pouvoir affronter le champ de bataille. La maison était étrangement silencieuse. Le personnel se déplaçait comme des fantômes, installant des arrangements floraux pour la fête du soir. Je me suis dirigé vers la bibliothèque, espérant trouver un coin tranquille et un expresso fort. Au lieu de cela, j'ai trouvé Hayes. Il se tenait près de l'immense cheminée en pierre, un lourd verre de whisky en cristal à la main, bien qu'il soit à peine 10 heures du matin. Il portait un épais pull en tricot torsadé de couleur crème, ressemblant en tout point au mannequin de catalogue de la richesse générationnelle. Quand il a entendu mes pas, il ne s'est pas retourné. « Vous savez, Arthur, » a dit Hayes, fixant les flammes, « j'ai passé quelques appels ce matin avant que la tempête ne coupe le satellite. J'ai demandé à mes gens de se renseigner sur vous. Je me suis arrêté à mi-chemin de la pièce, la mâchoire serrée. « Ah oui ?» Il s'est retourné, prenant une lente gorgée de sa boisson. Le sourire arrogant était de retour, mais il y avait une lueur vive et dangereuse dans ses yeux maintenant. Arthur Pendleton, directeur de niveau intermédiaire, gagnant à peine 90 000 par an, noyé sous les dettes médicales d'une femme décédée. 3 mois de loyer de retard dans un quartier où je ne laisserai pas mon chien se promener. Il s'est approché d'un lourd bureau en chêne, a pris un mince chéquier en cuir et a sorti un stylo en or de sa poche. « J'étais en colère hier soir », a poursuivi Hayes doucement, décapuchonnant le stylo. «
J'ai laissé ma colère prendre le dessus, mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Vous n'êtes pas une menace, vous êtes un mercenaire. Victoria a trouvé un homme désespéré, lui a offert une bouée de sauvetage et l'a mis dans un costume bon marché, pour jouer un rôle. Vous avez une imagination très active, ai-je dit. Ma voix était plate, mais mon cœur battait un rythme frénétique contre mes côtes. J'ai un registre très précis, a corrigé Hayes. Il a griffonné quelque chose sur un chèque, l'a arraché du carnet et s'est approché de moi. Il l'a tendu entre son index et son majeur. Je ne l'ai pas pris. J'ai juste regardé les chiffres. 500 000 $. Prenez-le, a dit Hayes, sa voix baissant à un murmure bas et conspirateur. C'est un demi-million de dollars, Arthur. Libre d'impôts. Ça efface vos dettes. Ça vous sort de ce taudis. Ça achète un avenir à votre gamin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire vos valises, d'entrer dans le grand hall ce soir et de dire à Evelyn que Victoria vous a payé pour être ici. Humiliez-la. Brisez l'illusion. J'ai fixé le bout de papier. C'était une somme d'argent terrifiante. C'était plus que ce que j'avais jamais vu de ma vie. C'était une maison en banlieue. C'était l'université pour Toby. C'était la sécurité totale et absolue. Hayes m'a vu regarder. Il a souri. Un sourire lent et venimeux. Tout le monde a un prix. Il se trouve que je peux me permettre le vôtre. J'ai levé les yeux du chèque, croisant son regard. Ils étaient complètement dépourvus d'empathie. Il ne se souciait pas de Victoria. Il ne se souciait pas de moi ou de mon fils. C'était une partie d'échecs. Et il essayait juste de balayer un pion de l'échiquier pour atteindre la reine. J'ai tendu la main et j'ai pris le chèque. Le sourire de Hayes s'est élargi. Homme intelligente. Vous savez, ai-je dit, ma voix stable, quand j'ai accepté ce travail, je pensais que l'argent était la seule chose qui comptait. Parce que quand on n'en a pas, c'est tout ce qu'on peut voir. C'est un mur devant votre visage. J'ai tenu le chèque entre mes mains. Mais ensuite, je suis venu ici, ai-je continué, et j'ai vu ce que le fait d'avoir tout l'argent du monde fait aux gens. Ça les vide de leur substance. Ça leur fait croire qu'ils peuvent acheter des êtres humains comme de l'immobilier. J'ai déchiré le chèque en deux. Le son était fort dans la pièce silencieuse. Le sourire de Hayes a disparu. J'ai mis les deux moitiés ensemble et je les ai déchirés encore et encore. J'ai laissé les morceaux déchirés d'1 demi-million de dollars flotter sur le tapis perçant entre nos bottes. Je ne suis pas à vendre, Hayes, ai-je dit doucement. Et elle non plus. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis retourné et je suis sorti de la bibliothèque. Mes mains tremblaient, mon pouls s'emballait. Mais en marchant dans le long et opulent couloir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentais libre. J'ai tourné le coin et j'ai failli entrer en collision avec Victoria. Elle était debout, pressée contre le mur, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Elle avait tout entendu. Elle a regardé le couloir derrière moi, puis de nouveau mon visage. L'armure de milliardaire avait entièrement disparu. Elle avait juste l'air incroyablement vulnérable, ses yeux brillants de larmes non versées. « Vous l'avez déchiré », a-t-elle chuchoté. « Arthur, c'était un demi-million de dollars. » « C'était de l'argent sale, » ai-je dit, offrant un petit sourire tremblant. « De plus, j'ai déjà un travail. » Victoria a laissé échapper un rire bref et étranglé. Sans un mot, elle s'est avancée et a enroulé ses bras autour de mon cou, me tirant dans une étreinte féroce et désespérée. J'ai hésité une fraction de seconde avant que mes bras ne se lèvent, s'enroulant autour de sa taille, l'ancrant à moi. Elle sentait la vanille et le parfum cher, et elle s'accrochait à moi, comme si j'étais la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Le gala du réveillon de Noël était une démonstration étouffante de richesse. Le grand hall était éclairé par des centaines de bougies. Un immense sapin dominait le centre de la pièce, et un petit groupe de jazz jouait doucement dans un coin. La tempête faisait rage à l'extérieur, secouant les lourdes fenêtres en verre, piégeant 70 des résidents les plus huppés d'Aspen dans le domaine des Montgomery. Je me tenais près du bord de la pièce, observant la foule. J'étais de retour dans le costume bleu marine usé, mais je m'en fichais maintenant. Les coudes brillants étaient un insigne d'honneur. Toby était à l'étage, profondément endormi après une bataille de boules de neige agressive dans la cour, gardé par Thomas le majordome, qui s'était pris d'une surprenante affection pour lui. Victoria était de l'autre côté de la pièce, portant une superbe robe émeraude longue jusqu'au sol. Elle était entourée d'investisseurs, hochant la tête poliment,
mais ses yeux continuaient de trouver les miens à travers la foule. Chaque fois qu'il le faisait, la tension dans ma poitrine s'apaisait un peu. Puis Evelyn a tapé sur son verre en cristal, avec une cuillère en argent. Le son aigu a coupé le faible bourdonnement de la conversation. La pièce s'est tue, se tournant vers le grand escalier où se tenait Evelyn, ruisselante de diamants. Hayes se tenait 2 marches en dessous d'elle, l'air suffisant et parfaitement calme. « Amis, famille », a projeté Evelyn, sa voix portant sans effort. « Merci d'avoir bravé la tempête pour être ici ce soir. Les fêtes sont un temps de réflexion, de gratitude et surtout de famille. » Elle a fait une pause, ses yeux balayant la foule, jusqu'à ce qu'il se pose sur Victoria. « Et c'est un temps pour le pardon », a poursuivi Evelyn, son ton dégoulinant d'une chaleur fabriquée. « Parfois nous nous égarons, nous nous laissons distraire par le bruit du monde, par des rébellions insensées, mais le véritable héritage s'écrit toujours de lui-même. » Elle a fait un geste vers Hayes. « Ce soir, je suis ravi d'annoncer que Montgomery Holdings va enfin reprendre ses discussions de fusion avec la firme de Hayes. Et plus important encore, je suis ravi d'accueillir Hayes de nouveau dans notre famille. » Des applaudissements polis ont parcouru la pièce. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était une embuscade. Evelyn ne forçait pas seulement une réunion. Elle utilisait toute la salle, les membres du conseil et l'œil du public pour piéger Victoria. Hayes a descendu les escaliers, un sourire triomphant sur le visage. Il a marché droit vers Victoria, lui tendant la main. La foule s'est écartée pour lui. « Tori !» a-t-il dit doucement, mais assez fort pour que les invités les plus proches l'entendent. « Il est temps d'arrêter de jouer. Viens ici. » Victoria est restée figée. J'ai vu la panique monter dans sa poitrine, le poids étouffant des attentes de sa mère s'abattre sur elle. C'était le moment qu'elle avait craint, le moment où la machine l'avalerait tout entière. Je me suis avancé, prêt à intervenir, prêt à traîner Hayes dehors dans la neige s'il le fallait. Mais avant que je puisse traverser la pièce, Victoria m'a regardé. Pas Hayes, pas sa mère. Elle m'a regardé directement. Je lui ai fait un seul signe de tête ferme. Victoria a pris une profonde inspiration. Ses épaules se sont redressées. La peur a disparu, remplacée par une résolution froide et terrifiante. Elle a regardé Hayes, ignorant sa main tendue. « Non », a dit Victoria. Le mot n'a pas été crié, mais dans le silence de mort de la pièce, il a retenti comme un coup de feu. Le sourire de Hayes a vacillé. « Tori, ne fais pas de scène. C'est toi et ma mère qui avez orchestré une scène, Hayes, » a dit Victoria, sa voix se transformant en pure glace. Elle est passée devant lui, marchant au centre de la pièce, s'adressant à la foule. « Il n'y aura pas de fusion. Montgomery Holdings n'est pas à vendre, et moi non plus. » Le visage d'Evelyn s'est tordu de fureur. Elle a pratiquement volé en bas des escaliers. « Victoria, tu vas arrêter cette crise de colère enfantine immédiatement. Tu te ridiculises. Et pourquoi? Pour ça, cet employé ?» Elle a fait un geste sauvage vers moi avec dégoût. Victoria s'est tournée pour faire face à sa mère. « Pour moi-même, mère. Pour la première fois de ma vie. Pour moi-même. Si tu tournes le dos à ça, » a sifflé Evelyn, abandonnant complètement la façade polie. « Si tu sors par cette porte avec lui, tu es fini. Je demanderai au conseil de te révoquer. Je te retirerai ton titre. Tu n'auras rien. » Victoria n'a pas bronché. Elle a juste regardé la femme qui avait échangé le bonheur de sa fille contre un cours de bourse. « Garde-le », a dit Victoria doucement. « Garde le titre. Garde la maison. J'en ai fini de me noyer pour toi. » Elle s'est détournée de sa mère, laissant une foule stupéfaite et sans voix dans son sillage, et a marché directement vers moi. Elle n'a pas regardé en arrière. « Es-tu prêt à partir ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblant légèrement, mais ses yeux brillants et vivants. « Les routes sont fermées, » lui ai-je rappelé, un sourire sauvage et incrédule se dessinant sur mon visage. « Alors nous prendrons les motoneiges », a-t-elle dit en me prenant la main. 20 minutes plus tard, j'avais emmitouflé Toby dans 3 couches de vêtements d'hiver, totalement confus, mais ravi par l'aventure soudaine de minuit. Thomas, le majordome, nous a rejoints à la porte du garage, me tendant un jeu de clés avec un sourire rare et sincère. Nous avons démarré les machines. Le rugissement des moteurs a résonné contre les murs de pierre du domaine. Victoria est montée à l'arrière de ma motoneige, ses bras enroulés fermement autour de ma taille, sa joue pressée contre mon dos. Toby était en sécurité entre nous. Nous avons franchi les portes en trombe, laissant derrière nous l'immense forteresse brillante.
La neige tombait abondamment, mais les phares traçaient un chemin lumineux à travers l'obscurité. Le vent froid me mordait le visage, mais je m'en fichais. Je n'avais pas la prime. Je n'aurais probablement pas de travail lundi. J'avais une montagne de dettes qui m'attendait à Chicago. Mais alors que Victoria s'accrochait à moi, son rire résonnant par-dessus le rugissement du moteur, brillant et entièrement libre, je savais une chose avec une certitude absolue. Je n'avais jamais été aussi riche de ma vie. La neige a cessé d'être amusante, environ 20 minutes plus bas dans la montagne. L'adrénaline s'est estompée, remplacée par la réalité mordante et brutale d'un blizzard du Colorado. Mes mains étaient complètement engourdies à l'intérieur de mes gants. Toby était blotti en sécurité entre Victoria et moi, à l'abri du plus gros du vent, son petit casque heurtant ma poitrine alors qu'il sombrait dans le sommeil. La prise de Victoria sur ma taille ne s'est jamais relâchée. Nous avons atteint le fond de la vallée et sommes entrés en ville au ralenti. Aspen était principalement fermé, les rues ensevelies sous 60 centimètres de neige fraîche. Les complexes de luxe étaient complètement inaccessibles, leurs grandes portes solidement verrouillées contre la tempête. Nous avions besoin d'un abri, et vite. Je nous ai dirigés vers la périphérie de la ville, là où les lampadaires se raréfiaient et l'immobilier devenait moins cher. Une enseigne aux néons rouges clignotantes bourdonnait à travers le voile blanc. Motel Pine Ridge, chambre libre. C'était une bande de parpaings d'un seul étage, le genre d'endroit qui facture à l'heure en basse saison. J'ai coupé le moteur de la motoneige. Le silence soudain était assourdissant, rompu seulement par le hurlement du vent. Ce n'est pas exactement un hôtel 5 étoiles, ai-je crié par-dessus le vent en aidant Victoria à descendre de l'engin. Elle a regardé la peinture écaillée sur les portes, le néon clignotant et la neige s'accumulant contre la machine à glace. « C'est parfait », a-t-elle dit, les dents claquant. J'ai payé le réceptionniste somnolent et perplexe avec une carte de crédit, en priant pour qu'elle ne soit pas refusée. Il m'a tendu une clé en laiton physique, attachée à un diamant en plastique géant. Chambre 12. La chambre sentait la fumée froide, l'eau de javel et la moquette ancienne. Le radiateur dans le coin était une boîte en métal rouillé qui cliquetait agressivement avant de cracher un air sec et poussiéreux. Il y avait 2 lits doubles, avec des couvre-lits fins et rêches en polyester. C'était exactement comme mon appartement à Chicago. J'ai retiré les vêtements de neige de Toby. Il s'est à peine réveillé, murmurant quelque chose sur la motoneige bruyante, avant de s'écraser le visage contre l'oreiller du lit le plus proche du mur. J'ai remonté la couverture bon marché jusqu'à son menton. Quand je me suis retourné, Victoria se tenait au centre de la pièce. Elle avait ouvert ma parka de rechange trop grande. En dessous, la robe de soirée émeraude était trempée à l'ourlet, tachée de neige et de graisse de moteur. Ses cheveux étaient en désordre. Son maquillage était maculé. Elle n'avait jamais été aussi belle. Je suis allé à la petite kitchenette, j'ai trouvé 2 gobelets en polystyrène emballés dans du plastique et j'ai fait couler de l'eau chaude dans la petite cafetière entartrée. J'ai déchiré 2 sachets de café instantané générique et les ai remués avec un bâtonnet en bois. Je suis revenu et je lui ai tendu une tasse. Millésime 2021, je crois. Des notes d'acide de batterie et de terre brûlée. Elle l'a prise, enroulant ses mains glacées autour de la mousse fragile. Elle a pris une gorgée, a grimacé et a laissé échapper un long soupir épuisé. Elle s'est approchée du 2e lit et s'est assise, les ressorts gémissant en signe de protestation. « Ma mère va mettre la terre à feu et à sang », a dit Victoria doucement, fixant le liquide sombre. « Elle tiendra une réunion d'urgence du conseil lundi. Ils me voteront dehors avant midi. Richard sera probablement nommé PDG par intérim et il mettra l'entreprise en faillite en 3 ans. Et Hayes ?» ai-je demandé, m'asseyant dans le fauteuil en vinyle bon marché en face d'elle. Hayes cherchera une autre cible. Il ne voulait la fusion que pour nourrir son ego. Sans l'entreprise, je suis inutile pour lui. Elle a levé les yeux vers moi. Je n'ai pas de travail, Arthur. Bienvenue au club, ai-je dit, en prenant une gorgée du terrible café. Je suis presque sûr que kidnapper la patronne en motoneige viole quelques clauses du manuel de l'employé. Victoria a éclaté d'un rire soudain et vif. Il a résonné dans la petite pièce. Elle a couvert sa bouche, ses épaules tremblant, le rire se transformant en quelque chose de dangereusement proche d'un sanglot, avant de redevenir un sourire fatigué et sincère. « Je suis désolé pour la prime », a-t-elle dit doucement. « Les 150 000, je peux toujours les payer. J'ai des comptes personnels
Des fiducies qu'Evelyn ne peut pas toucher. Je ne suis pas vraiment fauché, Arthur, juste au chômage. Mais les comptes de l'entreprise me sont maintenant gelés. Gardez-les, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Quoi? Gardez-les. J'ai déchiré un chèque d'1 demi-million de dollars de Hayes ce matin. Je ne vais pas accepter un paiement de votre part ce soir. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Je n'ai pas fait ça pour l'argent, Victoria. Je l'ai fait parce que personne ne devrait être regardé comme cette pièce vous a regardé. Vous n'êtes pas un actif. Vous êtes une personne. Elle a posé sa tasse de café sur la table de chevet bancale. Elle s'est levée, la robe émeraude ruinée bruissant contre la moquette bon marché, et a traversé le petit espace entre nous. Elle n'a rien dit. Elle a juste tendu la main, a pris ma tasse de café de mes mains, et l'a posée sur le sol. Puis elle s'est assise de côté sur mes genoux. Le fauteuil en vinyle a craqué de manière inquiétante sous notre poids combiné. J'ai instinctivement enroulé mes bras autour de sa taille. Elle a appuyé son front contre le mien. Sa peau se réchauffait enfin. « Je ne sais pas ce qui se passera demain », a chuchoté Victoria, son souffle effleurant mes lèvres. « Je ne sais pas ce que je vais faire. Nous trouverons une solution, ai-je dit. Je suis chef de projet. Réparer les choses cassées, c'est ce que je fais. Réparez-moi alors, a-t-elle murmuré. Vous n'êtes pas cassé, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Vous vous êtes juste échappé. J'ai comblé l'écart. Le baiser n'était pas comme dans un film. Il avait le goût de café instantané et de baume à lèvres. C'était désordonné, épuisé et désespéré, mais c'était réel. C'était la chose la plus réelle que j'avais ressentie en 5 ans. Elle m'a attiré plus près, ses doigts s'emmêlant dans mes cheveux, s'ancrant au présent. Dehors, le vent projetait de la neige contre la simple vitre. Le radiateur sifflait et cliquetait. Nous étions à des kilomètres du chalet à 20 millions de dollars, complètement coupés des milliardaires et des salles de conseil. J'ai regardé Toby, dormant profondément sous une couverture rêche. J'ai regardé la femme dans mes bras, qui avait échangé un empire contre une chance de respirer enfin. Je n'avais pas de travail, j'étais toujours en retard sur mon loyer. Mais alors que je tirais la fine couette du motel sur nous, regardant la neige ensevelir le passé, je savais que nous allions nous en sortir. C'est la fin de l'évasion folle d'Arthur et Victoria à Noël. Parfois, la plus grande démonstration de force n'est pas une fusion d'1 milliard de dollars. C'est de s'éloigner des personnes toxiques et de trouver quelqu'un qui vous valorise réellement plus qu'un chèque de paye. Qu'avez-vous pensé d'Arthur, déchirant ce chèque d'1 demi-million? Auriez-vous fait la même chose, ou auriez-vous pris l'argent et fui? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec vos amis, et à vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires profondément humaines et pleines de drames. On se retrouve dans la prochaine vidéo.